Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal spécialité mathématiques. Le but de la vidéo va être très simple, ça va être donc de conclure sur l'étude des fonctions hyperboliques. Et donc je vais vous proposer la troisième fonction hyperbolique qui rentre dans cette catégorie-là, à savoir donc la fonction tangente hyperbolique. Donc je vais se mettre la vidéo en pause afin de réaliser ces trois petites questions, notamment la question 3. Vous allez voir, elle est très pertinente, elle demande beaucoup plus de réflexion que les deux précédentes. On va dire c'est un peu moins classique, notamment les techniques que nous allons utiliser. Mais voilà, donc je vais se mettre en pause afin de réaliser cet exo et ensuite nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors bon, cette vidéo qui est une vidéo d'exo, mais en même temps de cours, on va faire un peu les deux, où je vais expliquer un certain nombre de propriétés autour de la fonction tangente hyperbolique. Déjà, ça me permet de faire des petites révisions, enfin ça permet de mettre des liens entre la tangente en trigo et tangente hyperbolique. En même temps, on va voir quelques petites propriétés qui en découlent de cette fonction qui pourra vous servir dans les études supérieures. Alors déjà, premièrement, la fonction tangente hyperbolique, c'est la fonction qui est définie sur un certain intervalle dont on va essayer de déterminer par le rapport suivant. Donc le rapport entre sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique. Sinus hyperbolique, donc ils sont SH de x, et tout simplement, qu'est-ce que c'est par définition? Et ça correspond à exponentielle de x moins exponentielle moins x, le tout divisé par 2. Ça, c'est sinus hyperbolique. Ensuite, cosinus hyperbolique, on avait dit dans la précédente vidéo que ça correspondait à exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Et donc là, pareil, je vous invite à revoir la précédente vidéo pour vous rendre compte donc, du lien qu'on avait pu émettre entre la fonction cosinus et les fonctions sinus, hyperboliques, ainsi que les fonctions cosinus et sinus utilisées en trigonométrie. Donc, du coup, première question donnée en justifiant, donc D pour domaine, en fait, domaine de définition de la fonction tangente hyperbolique. Donc, première étape, tout simplement, la fonction tangente hyperbolique, donc on va dire TH de x existe, et donc là c'est une équivalence, si et seulement si, tout simplement le dénominateur qui est cosinus hyperbolique est différent de 0. Et là, donc on peut réutiliser ce qu'on avait montré dans la précédente vidéo. Donc dans la précédente vidéo, on s'était servi donc tout simplement des variations de la fonction cosinus hyperbolique. Et donc on avait vu que le minimum il valait 1, ok? Et que sinon, le reste était sinon pour cosinus hyperbolique. Donc le minimum il vaut 1. Et en fait, comme au minimum vous avez 1, et vous n'atteindrez jamais 0 parce qu'après c'est toujours positif la fonction cosinus hyperbolique. Donc ça, tangente hyperbolique, ça existe seulement si cosinus hyperbolique différent de 0. Or, alors on peut raisonner comme ça. On dit que exponentielle de x, traitement positif. Ensuite, donc exponentielle de moins x, pareil, c'est le même raisonnement. En fait, exponentielle de quelque chose, pour faire simple, c'est toujours positif. Donc que vous ayez exponentielle de x ou exponentielle de moins x, c'est toujours positif. Donc, du coup, quand vous allez faire la somme de deux nombres strictement positifs, le résultat que vous allez obtenir, donc du coup, quel que soit x appartenant à R, on a dit qu'exponentielle de x toujours positif, exponentielle de moins x toujours positif. Donc, quand vous allez faire la somme de deux nombres qui sont toujours positifs, la somme va toujours être positive. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a exponentielle de x plus exponentielle de moins x qui est strictement supérieur à 0. Alors de plus, qu'est-ce que je peux dire? Parce que cosinus hyperbolique, c'est pas juste exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Pour avoir cosinus hyperbolique, il faut diviser cette somme que je viens de citer par 2. Or, de plus, vous savez que 2 c'est strictement positif. Donc, par quotient, vous dites que exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout divisé par 2, ça c'est strictement positif, ok? Bravo. Et là, vous avez finalement toutes ces fractions-là. Donc, ils désignent la fonction cosinus hyperbolique ne s'annule jamais sur R. Donc, conclusion, la fonction qui a x associée tangente hyperbolique de x, existe pour tout réel x, ok? Donc, est définie sur R. Et alors là, faites gaffe aussi au niveau du raisonnement. Là, vous avez vu, j'ai mis strictement supérieur, ok? Ça, en sens, essayer de le mettre, parce que si je mets
supérieur ou bien égal, bah, ça voudrait dire que là, ça va s'annuler, le cosinus hyperbolique. Et si le cosinus hyperbolique s'annule, et bah, du coup, là, ma fonction n'est plus définie. Ok, ma fonction tangente hyperbolique. Donc là, le fait de mettre des inégalités strictes, ok, supérieures strictement, et bah, du coup, ça permet d'assurer l'existence comme ça de la fonction tangente hyperbolique, qui est vraie, du coup. Voilà, donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on a déjà étudié un petit peu ce genre de question, c'est étudier la parité de la fonction tangente hyperbolique. Alors là, pour le coup, vous allez voir, on va le faire assez simplement. On va juste réutiliser les propriétés qu'on a vues donc de parité sur les fonctions cosinus et sinus hyperboliques des précédentes vidéos. Donc là, on va dire quel que soit x, ça appartient à R, puisque c'est le domaine de définition de la fonction tangente hyperbolique. Et bah du coup, tangente hyperbolique. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas calculer tangente hyperbolique de x, ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup, je vais calculer tangente hyperbolique de moins x. Comme ça, bah, après, soit je tomberai sur moins tangente hyperbolique de x, ou soit tangente hyperbolique, ou soit donc tangente hyperbolique de x. Et donc, dans les deux cas, je pourrais conclure sur soit la fonction hyper, ou soit la fonction impair. Après, là, comme je l'ai pas fait au tout début, on précisera juste que R, il est centré en 0. Voilà, comme ça permet de bien faire les choses proprement. Ok. Donc, du coup, tangente hyperbolique de moins x, qu'est-ce que ça me donne? C'est donc égal à sinus hyperbolique de moins x. Le tout divisé par cosinus hyperbolique de moins x. Et là, tout de suite, je vais utiliser les propriétés qu'on a vues dans la vidéo précédente au niveau de la parité de ces deux fonctions. Sinus hyperbolique, c'est une fonction impaire. Donc, si vous faites sinus hyperbolique de moins x, par définition d'une fonction impaire, vous allez obtenir donc moins sinus hyperbolique de x, comme la fonction sinus hyperbolique est impaire. Après, pour la fonction cosinus hyperbolique de moins x, bah en fait, on a dit que la fonction cosinus hyperbolique de la précédente vidéo était paire. Donc, si vous faites cosinus hyperbolique de moins x, c'est la même chose que cosinus hyperbolique de x. Et ça, encore une fois, c'est lié à la définition de la fonction, d'une fonction paire que vous avez vu en seconde. Après, bon, j'ai un moins devant, donc je vais pouvoir le mettre, j'ai un moins au numérateur, je peux mettre tout devant. Donc, ça fait moins quoi? Bah, moins sinus hyperbolique de x divisé par cosinus hyperbolique de x. Et donc là, j'ai moins. Et là, vous reconnaissez quoi? Bah, sinus hyperbolique de x divisé par cosinus hyperbolique de x, c'est tangente hyperbolique. Et donc ça, c'est égal à tangente hyperbolique de moins x. Et donc tangente hyperbolique de moins x, c'est moins tangente hyperbolique de x. Alors, petite chose que je vais préciser maintenant, parce qu'on ne l'avait pas mis au début. Du coup, je vais préciser que l'ensemble est centré en 0. Donc, or, de plus. Donc, l'ensemble R est centré en 0. Donc, conclusion, la fonction kx associe tangente hyperbolique de x, on dit qu'elle est impaire. Voilà, donc là, on a montré la parité de la fonction tangente hyperbolique. Maintenant, la troisième question qui est un peu plus longue et qu'on va bien rédiger, c'est sur tout simplement l'étude des variations et du signe de la fonction tangente hyperbolique. Donc, première chose, c'est étudier les variations de la fonction tangente hyperbolique. Donc là, bon, on a un peu le choix pour avoir les variations de la fonction tangente hyperbolique. Soit d'abord, je calcule les limites, puis après, donc, je fais la dérivée et tableau variation, ou soit au contraire, je fais la dérivée, puis les limites, et ensuite tableau variation. Bon, personnellement, je préfère d'abord faire les limites, comme ça c'est fait, comme ça je mets ça à côté. Après, une fois que j'ai fait mes petites dérivées, une fois que j'ai fait mes petites limites, je fais mon tableau, je fais mes petites dérivées, étude du signe de la dérivée et tableau variation. Après, chacun fait comme il veut. Ok, donc, du coup, bah, on va s'attaquer aux limites. Donc là, bah, vous savez que la fonction tangente hyperbolique, d'après la question 1, elle est définie sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, bah, on va donc calculer la limite de tangente hyperbolique en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire, on va juste rappeler la définition de la fonction tangente hyperbolique. Donc, quel que soit x appartenant à R. On a dit que tangente hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x divisé par cosinus hyperbolique de x. Or, par définition, sinus hyperbolique de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Et tout ça, je le redivise par cosinus hyperbolique de x. Cosinus hyperbolique de x, par définition, c'est quoi? Et bien, c'est tout simplement égal à exponentielle de x
plus exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. À chaque fois, au numérateur ou au dénominateur, bah, vous divisez par 2. Donc finalement, bah, c'est comme si vous faisiez rien. C'est comme si vous êtes Dieu, que vous redivisez à nouveau par 2. Donc vous voyez, on voit très facilement, on peut simplifier. Pareil, ceux qui ne voient pas très bien l'enchaînement des deux fractions, si vous voulez, vous pouvez passer par la méthode scolaire qui dit quoi? Que quand vous les divisez donc tout simplement une fraction par une autre, vous multipliez par son inverse. Ainsi donc, ça a donné quoi concrètement? Ça a donné exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par 2 fois l'inverse de la seconde fraction. Alors là aussi, faites gaffe parce que je vois beaucoup d'erreurs là-dessus en terminale. Et ça, bon, quand je le vois, ça m'énerve légèrement un petit peu. Bon, après je pardonne, hein, mais faites gaffe. Au niveau des traits fractions, soyez bien précis. Ça, je le dis déjà en quatrième, mais je le répète parce que parfois vous oubliez facilement ce genre de choses. Bon, du coup, je voulais dire, pour le trait de fraction, faites gaffe parce que ça fait, quand je le vois ça fait quand même plusieurs fois que je le vois et bon, quand je le vois, ça m'énerve légèrement, mais après, j'arrive à passer quand même là-dessus. Mais le trait de fraction, c'est une question de rigueur. Toujours, donc le trait de fraction le plus, essayez de bien distinguer les tailles de trait de fraction. C'est-à-dire que, bah, vous mettez les fractions, les traits de fraction les plus petits, ce sera bah, juste pour les fractions classiques, entre guillemets. Et le grand trait de fraction, c'est celui qui va séparer la première fraction de la seconde fraction que l'on veut diviser, ok? Et vous le mettez bien entre les deux égales, parce que alors, je vais vous montrer un truc. Peut-être certains vont se sentir visés, mais j'en ai marre de voir des trucs comme ça. Comme ça, là. Ça, c'est pas propre, ok? Le égal, il est là, il n'est pas ici, ok? Le égal, il est à la hauteur du grand trait de fraction, du grand trait qui va diviser les deux fractions, ok? Il ne doit pas être là, en haut, en bas, en mode disparate, non. Quitte à faire même, si vous ne savez pas où placer vos traits de fraction, repérez bien les fractions, repérez bien donc le grand trait de fraction qui va diviser les deux fractions, déjà d'une. Et de deux, et bah, une fois que vous avez bien repéré ce grand trait de fraction, et bah s'il faut, vous écrivez la fraction, enfin, vous écrivez donc vos fractions comme il faut, sans le égal devant, et après vous mettez le égal au bon moment, parce que si vous mettez le égal là ou là, ça n'a pas la même signification mathématiquement parlant, et on ne fait pas la même opération du tout, ok? Bon, pas la parenthèse. Donc je reviens, donc du coup on va prendre la première fraction, et comme je divisé par la seconde fraction, ça va revenir à multiplier par son inverse, donc à multiplier par 2 divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et comme je disais il y a 3 minutes de ça, on peut simplifier par 2. Ainsi, ça va me donner la chose suivante. Exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Ok. Et là, il faut être malin. Quand on va faire une étude de limite de ce genre de fonction, j'ai exponentielle, 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 ça risque de faire une forme indéterminée. Donc là, ce que je vous propose, c'est de scinder la somme en deux. Ok? Alors, si vous ne croyez pas bien, on va faire juste un exemple en moins l'infini. En moins l'infini, bon, cette quantité-là, elle va donc tendre vers 0. Exponentielle de x, ça tend toujours vers 0 en moins l'infini. Exponentielle de moins x, bon, là vous appliquez le raisonnement classique, on raisonne par composition. Donc moins x lorsque x tend vers moins l'infini, du coup ça tend vers plus infini. Exponentielle en plus infini, ça tend vers tout simplement plus infini. Donc l'ensemble, exponentielle de moins x en moins l'infini, ça tend vers plus infini. Après, comme je multiplie par moins 1, bah, du coup ça tend vers moins l'infini. Au dénominateur, là, exponentielle de x, je l'ai dit, ça tend vers plus infini, vers 0, donc en moins l'infini. Et en moins l'infini, donc on l'a dit tout à l'heure en raisonnant par composition, exponentielle de moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, et bah du coup ça va tendre exactement vers plus infini. Ainsi, j'ai infini sur infini, forme indéterminée, je ne sais pas déterminer la limite. Donc pour faire sauter la forme indéterminée, et vous pourrez rester d'ailleurs en plus infini, c'est exactement le même problème. Et donc pour faire sauter la forme indéterminée, ce que je vous propose là, c'est casser la somme en deux. Ok? Alors oui, on a très souvent l'habitude de regrouper tout sous le même dénominateur, mais là le mieux ici, c'est de casser la somme en deux. Ok? Vous cassez la somme en deux comme je le schématise, hein, et normalement vous allez avoir quelque chose de mieux. Donc ça va donner exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Moins, donc, exponentielle de moins x, le tout divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x.
Voilà. Donc là, vous scindez la somme en deux comme ça. Deuxième chose, quand vous allez scinder la somme, c'est pas mal. Parce que du coup, vous pouvez arriver à une petite factorisation sans patoche. Là, vous avez x potentiel de x, x potentiel de x. Donc moi, j'en ai en terminale. Je vois du x potentiel de x partout au numérateur et au dénominateur. Je vais tenter une factorisation. Et de même, là, j'ai x potentiel de moins x et x potentiel de moins x. Donc là, pareil, je retente une factorisation. Ok, même si ça donne un résultat pas ouf. Enfin, en tout cas, pas beau à voir à première vue. Mais ce sera plus intéressant à utiliser par la suite. Vous verrez. Donc ainsi, ça va me donner x potentiel de x divisé par x potentiel de x, soit tout ce qui va rester. Donc au numérateur, il reste 1. Et au dénominateur, bah, qu'est-ce qui me reste? Au dénominateur, du coup, qu'est-ce qui va me rester? Et ben, il va me rester, si vous développez dans vos têtes, donc il va me rester 1, d'une part, plus x potentiel de moins 2x. Ok, pareil, si vous développez x potentiel de x fois 1, ça fait x potentiel de x. X potentiel de x fois x potentiel de moins 2x, ça fait x potentiel de moins x. Ok, moins, du coup, le second membre. Donc là, pareil, le principe, c'est factoriser par x potentiel de moins x. Comme ça, on arrive à un résultat plutôt pas trop mauvais. Ok. Donc là, on factorise par x potentiel de moins x. Et donc là, au numérateur, il va me rester 1 logiquement. Et au dénominateur, bah, du coup, ici, il va me rester x potentiel de 2x plus 1. Ok. Pareil, je redéveloppe x potentiel de x fois x potentiel de moins x, pardon, fois x potentiel de 2x, j'ai x potentiel de x. X potentiel de moins x fois 1, j'ai x potentiel de moins x. Ok. Alors, pourquoi j'ai factorisé comme ceci? Et bien là, vous voyez, ici, du coup, x potentiel de x sur x potentiel de x, ça fait 1. Donc, en fait, il va juste me rester 1 divisé par 1 plus x potentiel moins 2x, moins, donc, x potentiel de moins x fois divisé par x potentiel de moins x, pareil, ça simplifie, ça fait 1. Donc, en fait, il va rester 1 divisé par x potentiel de 2x plus 1. Voilà, et donc là, j'arrive à quelque chose de plus malléable. Donc, un résultat plus malléable à présent. Bon, maintenant, l'étape qui va suivre, ça va être quoi? Bah, ça va être tout simplement de calculer la limite de la fonction tangente de x, ok? Que je viens vous décomposer juste là, ok? Donc là, on va faire la limite en plus infini, en moins l'infini plutôt, et après la limite en plus infini. Donc limite en moins l'infini. Donc là, pareil, on va raisonner par composition, c'est là que ça va nous intéresser. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini, pardon, de moins 2x. Donc là, ça fait plus infini, hein, parce que 2, moins 2 c'est négatif, mais x lorsqu'il va tendre vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc moins 2x, bah, tout simplement, ça tend vers plus infini. Après, limite lorsque grand x tend vers plus infini. Donc là, je reprends la limite que j'ai trouvée précédemment, qui était plus infini. Et je vais à la limite lorsque grand x tend vers plus infini de x potentiel de grand x. Donc là, je vois que ça fait plus infini. Donc là, je conclue quoi? Bah, par composition, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x potentiel de moins 2x, ça fait plus infini. Ok, ça c'est fait. Donc, j'ai une limite de x potentiel de moins 2x qui tend vers plus infini. Bah, j'ajoute un nombre qui va tendre vers plus infini, c'est-à-dire que la somme va tendre vers plus infini. Donc là, je dis par somme, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x potentiel moins 2x, bah ça, il se trouve que ça fait tout simplement plus infini, toujours. Hein. Et puis par inverse, du coup, on va trouver la chose suivante. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 divisé par 1 plus x potentiel moins 2x. Et bah ça, je trouve que ça fait 0. Parce que là, en fait, j'aurais quoi? J'ai un réel que je divise par plus infini. Et la limite donc de 1 réel divisé par plus infini, bah, ça me donnera toujours 0. Donc là, ce membre-là, je vais régler son compte en moins l'infini tend vers 0. Donc là, on va essayer de voir vers combien va tendre ce membre-là. Okay, donc on y va. Donc là, c'était le même raisonnement encore une fois qu'on va reprendre. Donc, du coup, on y va. Donc le mieux, c'est de déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de x potentiel 2x. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de déjà 2x. Ça, je trouve que ça fait moins l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers moins l'infini de x, bah, ça tend vers moins l'infini.
Et puis, je multiplie par 2 qui est positif. Donc là, bah, ça va toujours plonger en moins l'infini. Ok. Ensuite, du coup, là, limite lorsque grand X tend vers moins l'infini. On reprend la limite précédente de x potentiel de grand X. Bah, x potentiel, c'est quoi la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'x potentiel? C'est 0. Donc là, je déduis par composition. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x potentiel de x, ça fait donc 0. Ça, c'est fait. Ensuite, du coup, maintenant, à ça, on ajoute 1. Donc, un nombre qui tend vers 0, je lui ajoute 1. Bah, la somme va tendre vers 1. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 1 plus x potentiel 2x, bah, du coup, ça fait 1. Ok. Un nombre qui tend vers 0, je lui ajoute 1. Bah, la somme va tendre vers 1. Puis, par inverse, bah, l'inverse de 1 va tendre vers 1, tout simplement. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de... Alors, du coup, 1 divisé par 1 plus x potentiel moins 2x. Ça, j'ai dit que ça fait 1. Puis, alors là, il faut faire gaffe. En fait, vous allez faire l'inverse. Donc, ça fera 1 divisé par x potentiel de 2x plus 1. Mais il y avait un moins devant. Donc là, il faut bien prendre en compte de ce moins-là. Puisque, en effet, ça a changé tout dans la limite. Donc, puis par, on va dire, par somme ou par produit. On va dire par produit. On peut dire que limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 1 divisé par 1 plus x potentiel de 2x, ça, bah, je trouve que ça fait tout simplement moins 1. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de la chose suivante, donc de 1 sur 1 plus x potentiel de 2x, moins 1 divisé par 1 plus x potentiel de moins 2x, c'est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction tangente hyperbolique. Et donc ça, on vient de montrer que ça fait moins 1. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait la limite de tangente hyperbolique en moins l'infini. Donc là, je vous propose de faire la même chose, mais en plus infini ce coup-ci. Ok. Donc, du coup, en plus infini, on va reprendre exactement les mêmes raisonnements. Donc là, limite. Donc là, cette fois-ci, on va faire la limite 1 plus infini. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini, 2. Alors du coup, c'est x potentiel 2x. Donc, du coup, là, on va dire directement, ça fait plus infini. Ok. Là, pareil, c'est le même raisonnement. On dit que limite, lorsque x tend vers plus infini de 2x, c'est plus infini. Après, limite, lorsque x tend vers plus infini de x potentiel, c'est également plus infini. Donc, par composition, limite, lorsque x tend vers plus infini de x potentiel de x, ça fait plus infini. Du coup, là, maintenant, on va raisonner par somme. Ok. Donc, par somme, bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, un nombre qui tend vers plus infini, vous lui ajoutez 1, bah, la quantité va toujours tendre vers plus infini. Ok. C'est pas, comme on dit, c'est pas un grain de sable dans une marée humaine qui va changer grand chose. Bah, c'est un peu la même idée. Vous ajoutez un nombre qui tend vers plus infini, bah, ça tend vers plus infini. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 plus x potentiel 2x, et je trouve que ça fait plus infini. Par contre, en revanche, le grain de sable, quand vous n'avez rien, il peut valoir beaucoup. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, c'était à titre parenthèse anecdotique. Bon, du coup, ça c'est bon. Maintenant, on va faire l'inverse, puis on va faire le produit par moins 1. Donc, par inverse, limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 sur 1 plus x potentiel 2x, ça fait donc 0. Ok. Puis, par produit par moins 1, on va obtenir le même résultat. On va obtenir également 0 pour la limite. Bon, ça c'est réglé. On a réglé le compte du membre de droite. Maintenant, on va faire la même chose. On va régler le compte du membre de gauche. Bon, du coup, limite, lorsque x tend vers, donc on a dit plus infini. Donc là, je vais laisser vide de x potentiel moins 2x. Donc là, ça va être 0. Pareil, on peut raisonner par composition pour obtenir cette limite. Puis, donc par somme,
limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus x potentiel moins 2x, ça fait 1. Alors ça, c'est on revient à une histoire de grain de sable. Un grain de sable dans une marée humaine, ça compte pas. Par contre, en revanche, ce grain de sable tout seul, quand il n'y a rien, il compte beaucoup. Vous voyez, c'est un peu le même délire. Donc là, on a quelque chose qui tend vers 0. Ce quelque chose qui tend vers 0, si vous lui ajoutez quelque chose, vous lui ajoutez 1 ou une certaine quantité, et la quantité globale va tendre vers 1. Ok, on va tendre vers la quantité, vous en rajoutez un. Ok. Bon, maintenant, du coup, on va faire inverse. Ok. Donc, par inverse. Donc là, on va avoir limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur 1 moins. Donc, c'est plus, pardon. De 1 divisé par 1 plus x potentiel moins 2x. Ça, je vais trouver que ça fait 1, tout simplement. Puis par somme. Alors, on va conclure assez rapidement. On va dire que la limite de tangente hyperbolique, limite lorsque x tend vers plus infini de tangente hyperbolique de x, ça, je vais dire que ça fait 1. Voilà, donc là, j'ai limite en moins infini, j'ai limite en plus infini. Voilà ce que nous obtenons. Alors, ce résultat était prévisible, en fait. Il était prévisible, notamment si on appliquait la technique de la précédente vidéo. En raisonnant par parité, on n'était même pas obligé de passer par tous ces calculs-là. Ok, pour la limite en plus infini. On pouvait juste dire que comme la fonction tangente hyperbolique est impaire, la limite, forcément, elle va être opposée à la limite en moins infini. Ok, pour la limite en plus infini. Mais bon, là, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas nécessairement pensé. Mais voilà, vous pouvez aussi raisonner par parité, ça marche aussi. Bon, maintenant, on a géré l'étape la plus longue, parce que c'est pas facile, pas évident. Donc maintenant qu'on a géré cette étape qui n'était pas évidente de limite, je vous propose donc d'étudier les variations de tangente hyperbolique. Ok. Donc pour étudier les variations, on va donc passer par la dérivée. Donc la dérivée, du coup, on rappelle que pour tout x appartenant à R, donc l'écriture simplifiée de la fonction tangente hyperbolique, il y en a deux, mais précédemment, donc on a dit que tangente hyperbolique de x était x potentiel de x moins x potentiel de moins x, le tout divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x. Ok, et ça, quel que soit x appartenant à R. Bon, du coup, ce que je vous propose là, c'est tout simplement de dériver cette fonction-là, tranquillement, afin de pouvoir avoir la dérivée et donc de tenir les variations de celle-ci. Ok, bon, du coup, là, pareil, on va dire que tangente hyperbolique, la fonction qui a x associe tangente hyperbolique dérivable, donc dérivable sur R. Voilà, ça va me permettre d'aller un peu plus vite sur la justification. Pareil, si vous voulez tout justifier dans le détail, c'est dû au fait que la fonction x potentielle est dérivable, la fonction qui a x associée moins x dérivable, par composition x potentielle de moins x est également dérivable, par somme du conumérateur ainsi que le dénominateur, je vais arriver, ils sont dérivables. Bon, maintenant, quel que soit x appartenant à R, dérivé. On y va. Dérivé, donc là, on est sur de la forme u sur v, donc vous dérivez u, donc c'est u' fois v moins u de x fois v' de x, le tout divisé par dénominateur au carré, donc par v carré de x. Et donc quand vous dérivez ça, on y va. Donc on dérive le numérateur, donc ça fait x potentiel de dérivé de x potentiel de x moins x potentiel moins x. Donc ça va faire x potentiel de x, donc plus x potentiel de moins x fois donc le numérateur, donc fois x potentiel de x plus x potentiel de moins x, moins la fonction u. Donc la fonction u, c'est x potentiel de x fois x potentiel moins x potentiel de moins x fois le dénominateur, donc dérivé. Et dénominateur, lorsque vous dérivez, vous obtenez x potentiel de x moins x potentiel de moins x, tout simplement. Ok. Le tout divisé par le dénominateur au carré. Le dénominateur au carré, du coup, c'est x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré. Maintenant, l'étape suivante, ce que je vous propose, c'est que déjà, on peut identifier que un nombre que vous multipliez par lui-même deux fois, vous faites le carré. Donc, a priori, vous avez donc x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré. Moins, donc x potentiel de x moins x potentiel de moins x, le tout au carré. Ok, parce que ça fois ça, c'est comme x potentiel de x moins x potentiel de moins x, le tout au carré. Le tout divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré.
Ah, là, ça devient intéressant. Vous allez voir, on va pouvoir faire une petite simplification pas mauvaise. Alors, il y a deux manières de simplifier. Une qui est un peu meilleure que l'autre, je pense. Cette dérivée, l'une, c'est simplifier le numérateur par une identité remarquable. Et après avoir fait cette simplification, et bah de là, on pourra peut-être éliminer le dénominateur. Ou soit, bah, on essaie de simplifier tout simplement, ou soit on coupe en deux. Voilà, c'est une solution aussi. Voilà, bon, il y a plusieurs possibilités pour simplifier. Là, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'appliquer une identité remarquable. En effet, vous avez une expression A moins une expression B, le tout au carré. Donc ça, bah, ça permet d'appliquer une identité remarquable. En effet, donc on peut avoir, d'une part, on aura donc A moins B. Donc ça, c'est tout. Donc là, vous avez une expression A au carré moins B au carré. Et donc l'identité remarquable vous dit quoi? Donc ça, c'est l'identité remarquable de seconde. Et vous dit que A moins B, A carré moins B carré, c'est donc A moins B facteur A plus B. Donc du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner concrètement x potentiel de x plus x potentiel de moins x moins, donc 7 par moins B. Donc moins B, bah, ça va être l'inverse de l'opposé de ces nombres-là. Donc du coup, ça va donner moins x potentiel de x. Et donc, plus x potentiel de moins x. Ok. Et après, pareil pour le deuxième membre. Donc là, cette fois-ci, c'est a plus b. Donc ce sera x potentiel de x plus x potentiel de moins x. Et cette fois-ci, donc je vais additionner le second élément b. Donc ça va donner plus x potentiel de x moins x potentiel moins x. Le tout divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on arrive directement à un produit. Et en plus, il y a encore plein de choses qui se simplifient. D'une part, pour le premier terme, premier facteur, vous avez x potentiel de x potentiel de moins x, on simplifie. Et pour le deuxième facteur, donc on a x potentiel de moins, x et moins x potentiel de moins x. Donc là, pareil, ça simplifie. Après simplification, donc nous obtenons du coup 2 fois x potentiel de moins x fois, du coup 2 fois x potentiel de x. Ok. De tout divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré. Ah, là, regardez, on peut encore simplifier. Donc là, après simplification, on obtient 4 fois x potentiel de x fois x potentiel de moins x. Voilà. Le tout divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout au carré. Ah, et regardez, là, on peut encore simplifier, c'est pas fini. X potentiel de x fois x potentiel de moins x, c'est x potentiel 0. X potentiel 0, c'est 1, donc c'est 4 fois 1. Donc directement, on obtient 4 divisé par x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout carré. Et voilà. Donc voici l'expression de la dérivée de la fonction tangente hyperbolique. Bon, maintenant, je vous propose d'étudier le signe de la dérivée, tranquillement. Donc pour étudier le signe de la dérivée, c'est en quotient. Donc on va procéder de la manière suivante. Donc, on va dire, quel que soit x appartenant à R. Du coup, ce qui est au dénominateur, bah là on en reconnaît un carré. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à R, bah un carré c'est toujours positif. Donc x potentiel de x moins x potentiel de moins x, le tout au carré. Ça c'est strictement positif. Ok, positif ou nul. Mais comme, bien évidemment, précédemment on a montré que cette quantité ne s'annule jamais, il peut dire strictement positif. De plus, 4 strictement positif. Donc par quotient, l'ensemble est strictement positif. Donc du coup, conclusion, j'ai une dérivée qui est positive, qui ne s'annule pas. Donc du coup, bah, conclusion, je peux donc établir le tableau variation maintenant de la fonction tangente. Et donc, pourquoi pas le signe. Donc du coup, on a dit que la dérivée est positive. Qui dit dérivée positive, qui dit donc une fonction qui croît. Les limites, en moins l'infini, on avait moins 1. En plus infini, on avait 1. Donc ça veut dire que d'après le corollaire du TVI, je suis sûr qu'une équation tangente de x égale 0 admet au moins une unique solution sur R. Ok, parce que tout simplement, la fonction tangente est continue et strictement monotone sur moins l'infini plus infini. Il se trouve que si vous faites les calculs, et ben donc tangente de x va s'annuler seulement si sinus hyperbolique est nul.
Et donc, c'est le cas. Et justement, on a montré dans la vidéo précédente que sinus hyperbolique de 0, et ben, il va aller 0. Ok, bah, donc, c'est-à-dire que la fonction de tangente hyperbolique s'annule en 0. Ok. Donc, j'ai un changement de signe qui va s'effectuer ici en 0. Voilà. Et donc, avant, entre moins l'infini et 0, c'est négatif. Puis, comme on peut le voir, après 0, on va croître jusqu'à 1. On n'aura pas de changement de variation, donc c'est positif. Voilà. Donc, c'est tout pour les fonctions hyperboliques. Donc, c'est la fin de ce second épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.